Bienvenue dans Sexologiquement Vôtre, le podcast de l'ATSF. L'ATSF, c'est l'association qui promeut la thérapie sexofonctionnelle, qui est un type d'approche sexologique. Dans ce podcast, nous interviewons des professionnels de tout horizon dont la pratique se rattache au domaine de la santé sexuelle. L'objectif du podcast, aider les sexothérapeutes, les sexologues et les professionnels de la santé à maintenir à jour leurs connaissances pour accompagner toujours mieux les personnes qui souffrent de troubles sexuels. Je m'appelle Audrey. Je m'appelle Eric. Et aujourd'hui, nous recevons Aurore Mallet-Carras. Alors, Aurore, dans votre parcours, vous avez exploré des disciplines qui sont extrêmement diverses. Vous avez d'abord commencé par un double cursus qui était un cursus en biologie et en psychologie avant de vous tourner également vers la sexologie. J'ai noté que vous aviez un doctorat en neurosciences obtenu en Allemagne à l'université de Bochum. Bochum. Oui, c'est ce que j'allais dire, je prononce très probablement mal. Un diplôme en sexologie obtenu à l'Institut de sexologie, un master en sciences, technologies, santé, mention biologie et santé à Paris 11, une licence en sciences humaines et une licence de sciences et technologies à Paris 6. Vous pratiquez la sexologie, vous êtes également régulièrement invité dans les médias et j'ai noté que vous travaillez régulièrement sur différents sujets comme par exemple les troubles alimentaires et les violences sexuelles, mais aussi toutes sortes de sujets par exemple liés aux questions LGBTQIA+. Bonjour! Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien, écoutez, on est ravis, ça y est. Sachez d'ailleurs que vous êtes notre première vraie invitée un peu officielle après le premier épisode qui a été enregistré par François de Caruffail. Finalement, l'ordre des invités a un peu changé et je pense que vous serez notre premier vrai épisode numéro un, même si ce sera probablement le numéro 2 dans la liste. Merci. Alors, comme vous êtes spécialiste de la neurobiologie, je vais commencer par une question très simple pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément bien cette discipline. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est que la neurobiologie, s'il vous plaît? Alors, il y a plein d'approches. C'est une très très bonne question et je vous remercie de la poser parce qu'on voit aussi beaucoup de choses dans les médias et sur Internet. En fait, il y a plein de manières d'aborder les comportements. Comportement humain ou comportement animal. Ça, c'est la discipline qui s'occupe de ça. C'est une discipline transdisciplinaire qui s'appelle les sciences cognitives. Et la neurobiologie est une sous-partie des sciences cognitives qui va aller s'intéresser au fonctionnement du système nerveux. Et moi, j'ai fait de la neurobiologie cognitive. Donc, en fait, c'est l'étude des comportements à travers le prisme de la biologie et de cette étude, comment dire, vraiment très, très matérielle, en fait, des comportements par l'entrée de la biologie, par l'entrée du fonctionnement des neurones et du cerveau. Et comment on passe de la neurobiologie à la sexologie alors? Alors, en fait, je pense que c'est très personnel. Moi, je suis vraiment l'archétype de la petite fille qui adorait les documentaires animaliers à la télé, qui a vraiment grandi devant, comment dire, le comportement animal. Et ça a été pour moi mon fil rouge. J'ai vraiment fait de la biologie, ça reste quand même ma discipline fondamentale. Et en fait, je me suis assez vite intéressée comment dire, au comportement. Et ma question était comment est-ce que le cerveau peut, avec quelque chose de matériel, créer quelque chose qui n'est pas matériel comme les comportements? Et en fait, ça a été mon fil rouge. Et comment dire, l'autre revers de la médaille, c'était le rapport homme-animal. Donc c'est pour ça que j'ai fait un double cursus de bio et de psycho, parce que en fait, en sciences cognitives, la plupart des théories ont été créées chez l'homme, sauf que l'approche en biologie, en neurobiologie, est chez l'animal. Donc en fait, pour bien arriver à bien faire les deux et bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau, j'ai toujours été dans une approche comparative entre ce qu'on a en psychologie, ce qu'on a en biologie. Et donc, il y a toujours cette question de, en fait, on a quand même un rejet dans notre société de notre animalité. Ça, moi, c'est ma base. D'abord en biologie, donc pendant toute cette première partie, moi, de ma carrière, j'étais dessus. Et j'ai travaillé sur, comment dire, différents sujets, différentes régions, notamment des régions qui sont importantes pour le système dopaminergique et les amygdales cérébrales qui sont aussi importantes pour s'impliquer dans les émotions, mais aussi importantes pour comment dire, les stimuli sexuels. Et pendant que je faisais mon master et mes études, j'ai vu petit à petit des questions de sexo, de recherche émerger. Je disais, ah bah tiens, c'est hyper intéressant.
Et en fait, à la fin de ma thèse, j'avais pas nécessairement envie de continuer dans la recherche académique à proprement parler. J'avais fait une licence de psycho. J'avais envie de retourner vers quelque chose de plus appliqué et plus concret, mais je voulais pas perdre la biologie. Je voulais pas perdre ce rapport qui est particulier qu'on peut avoir avec le corps. J'ai toujours été, comment dire, un peu en question vis-à-vis des même des thérapies où on reste trop dans le mental, on pourrait dire, et qui laisse de côté la biologie. Et c'est en fait, c'est là que la sexologie, pour moi, c'est vraiment imposé comme quelque chose qui regroupait tout ce que moi j'avais vu avant. Et en fait, j'allais pas perdre vraiment l'aspect biologie, le rejet qu'on a de notre propre corps, on le retrouve évidemment en sexo. Et j'avais travaillé sur sur les régions neuronales qui sont très impliquées dans les réponses sexuelles. J'avais aussi fait ma thèse sur les mécanismes de récupération de souvenirs, donc j'ai beaucoup travaillé sur les traumas. Et donc du coup, après, comment dire, la passerelle s'est faite vraiment de manière très très fluide. Ok, Voilà. donc je sais on peut venir de plein de façons différentes à la sexologie. Quand on regarde un peu le parcours des différents professionnels, on s'aperçoit il y a une partie des professionnels qui sont venus à la sexologie uniquement par le côté psychologie, c'est-à-dire que c'est souvent, Mm. bien entendu, pas systématiquement, il y a beaucoup de passerelles différentes, mais il y a une partie des professionnels qui ont d'abord fait des études en psychologie avant de Mhm. se tourner vers vers la sexologie. Et donc, vous, c'est un peu l'inverse. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui peut vous apporter éventuellement des choses supplémentaires par rapport à quelqu'un qui a une approche, à la base en tout cas, plus centrée sur la psychologie? Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est de pas non plus, comment dire, rester sur quelque chose qui va être juste neurosciences, mais plus biologie au sens large. Mhm. La biologie, c'est très très vaste et typiquement quelque chose qui manque beaucoup. Et après, c'est aussi quelque chose de culturellement assez français, c'est l'approche de la biologie évolutive de Darwin. En biologie, on a une profondeur de champ sur les mécanismes de la sexualité chez l'animal, chez les insectes, etc., qui est pas du tout la même si on reste sur une approche qui est centrée sur l'humain. En biologie, la norme, c'est la diversité. Donc forcément, quand on va avoir des personnes qui vont me dire, enfin, ils vont tous arriver en nous disant, j'ai ça, est-ce que c'est normal? Ben, en fait, c'est pas, ça amène un cadre qui est très, très différent, en fait. Après, il y a aussi le fait de, comment dire, de toujours réancrer dans le corps et réancrer dans quelque chose qui va être d'abord physiologique et fonctionnel et pas seulement psychologique. D'accord. Ah bah c'est intéressant parce que nous, en sexo-fonctionnel, c'est aussi, on part d'abord de la réponse sexuelle, pas uniquement au côté biologique, mais on en reparlera probablement plus tard, mais aussi au côté émotionnel. Et Mhm. c'est vraiment l'angle d'attaque. Et seulement après, quand c'est nécessaire, on peut aborder d'autres notions un peu plus liées, par exemple, à la psycho. Mais c'est vrai que ça, là-dessus, je pense que ça, je sais pas ce que t'en dis, Audrey, mais je trouve que ça ressemble pas mal un peu à ce qu'on fait en sexo-fonctionnel. Dans beaucoup d'éléments du livre, je retrouvais effectivement ce qu'on faisait en sexo-fonctionnel, moi aussi. Ok. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez beaucoup des dernières découvertes en neurobiologie et vous avez Mhm. essayé d'associer à la sexualité. Donc, dans les questions suivantes, on va aussi essayer de faire le lien entre vos découvertes en neurobiologie, enfin les découvertes que vous citez, et puis en quoi ça peut aider à la résolution des dysfonctionnements sexuels. Voilà. Bon, alors vous n'allez pas y couper, on vous interroge souvent sur les mécanismes cérébraux de l'orgasme. Il paraît que c'est vos questions principales. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'orgasme? Alors, la première chose que je commence toujours à dire, et je pense que c'est très important de vraiment de remettre vraiment dans le contexte, c'est que les neurosciences, c'est une discipline qui est relativement jeune. On a des techniques qui sont en constante évolution. Et je dis ça parce que les réseaux sociaux vont plus vite que les chercheurs. Et donc les gens comment dire arrivent en cabinet avec des idées reçues et une grosse partie de notre travail va être évidemment d'aller déconstruire, rééduquer, faire vraiment de l'éducation, de la pédagogie en cabinet. Donc la première chose que vraiment qui est importante de retenir, c'est que ces recherches, elles sont vraiment au début et aux prémices. Donc pour l'instant, on n'a pas encore assez de choses à dire et ça reste encore assez mystérieux, ce qui est une bonne chose parce que il y a encore, comment dire, c'est assez excitant. Il va y avoir plein de choses à arriver dans les prochaines décennies.
Alors, ce qu'on sait, c'est la différence entre orgasme et orgasme, et qui est très importante. Comme je travaille beaucoup avec des victimes de violences sexuelles, elle est très très utile à avoir en cabinet pour vraiment expliquer aux victimes que l'orgasme se repose sur un réflexe, euh, vraiment un réflexe physiologique. Il y a un réflexe en biologie, c'est une réponse stéréotypée qui ne va pas passer par le cerveau, donc par un traitement cognitif de l'information. Donc typiquement, le réflexe, c'est je tape sur le genou, mon genou, il se lève. Et l'orgasme, c'est exactement ça. C'est cette réponse réflexe de contraction musculaire. Et c'est très important d'avoir cette notion de quelque chose de mécanique pour pouvoir déculpabiliser certaines victimes qui peuvent avoir non pas un orgasme, certainement pas une jouissance ou du désir de ce qui se passe pendant un viol L'agression. ou une agression Mhm. sexuelle, mais en fait de revenir sur quelque chose, en fait, il y a une machine qui est un héritage de millions d'années d'évolution, et en fait, c'est comme ça que ça marche. Vous appuyez sur un interrupteur, la lumière, elle va s'allumer. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est vraiment le premier niveau. Et Également vous une abordez autre. le multi-orgasme féminin. Et je voudrais savoir Alors, qu'est-ce qui le permet parce que vous l'abordez à peine. C'est presque ben trop oui, mais court. parce qu'en fait, on sait pas, on ne sait pas, on sait pas encore. On sait que, alors ça, enfin, je veux dire, tous les sexologues savent ça, il y a la période réfractaire chez les hommes que nous, on n'a pas. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Pour l'instant, on ne sait pas, c'est le grand mystère. Donc Est-ce pour que ça peut être l'instant, lié à la sérotonine, la période réfractaire, on le dit souvent. honnêtement, ça reste très, comment dire, pour l'instant, on n'a que des hypothèses de recherche. Donc, moi, je voudrais vraiment à tout prix éviter ce qui s'est passé dans les années, début des années 2000 avec cerveau droit et cerveau gauche. On n'utilise que 10% de son cerveau et tous les neuromythes qui ont inondé les réseaux sociaux. Là, je voudrais vraiment dire, non, non, en fait, ce ne sont que des hypothèses de recherche. Là, on sort d'une période où la sérotonine, elle a été utilisée recherché dans tous les sens. Il y en a trop. On dit n'importe quoi sur la sérotonine, on va se calmer, on va attendre. La question de la période réfractaire, elle est complexe et on ne sait pas pourquoi les hommes l'ont et pas les femmes. Pour l'instant, il n'y a pas de quelque chose qui soit vraiment clair, admis, euh, qui fasse consensus en fait. D'autant plus que ça peut aussi beaucoup varier d'une femme à l'autre. C'est pas non plus quelque chose qui est si En systématique que ça. plus, Ouais. Ouais. En plus, Mhm. et il y a aussi des femmes qui vont dire qu'après un certain type d'orgasme, elles vont ressentir une espèce de période réfractaire aussi. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, du coup, ça amène plein de questions. Et pour l'instant, c'est compliqué. On va être très clair, c'est pas des recherches qui sont particulièrement financées. Donc, c'est assez compliqué d'avoir ces réponses. Je crois que c'est le cas, j'ai l'impression en tout cas sur l'ensemble des recherches en sexologie, il y a quelques domaines où éventuellement on sait qu'il y a un marché, et donc du coup il y a des laboratoires qui vont investir. On Moi, le moi, sait. mon domaine de spécialisation, c'est l'éjaculation prématurée, et il y a beaucoup de recherches en matière de molécules, avec pareil pour les troubles érectiles, mais entre autres en matière de troubles sexuels féminins ou de troubles sexuels qui ne nécessitent pas des médicaments réguliers, et pour lesquels, bah, comme il n'y a pas les laboratoires, on dépend vachement plus de la recherche publique. Et comme pour le début d'ailleurs de la sexologie, on va en parler tout à l'heure, bah, euh, au niveau des financements et au niveau de la sensibilité des sujets, c'est encore un peu tabou et c'est souvent assez timide encore aujourd'hui. Exactement. Et la plupart des recherches ayant lieu venant des États-Unis, le contexte politique actuel Oui, n'est pas du tout favorable à ça. Donc non, non, malheureusement, ça risque même d'être encore réduit, malheureusement, dans les prochaines décennies. Oui, Euh, il y a une espèce de recul, effectivement, je trouve, ces derniers temps. Euh, sinon, là, on a parlé de la différence entre l'orgasme, qui est donc l'orgasme qui est la décharge en réalité sexuelle, qui est purement physiologique, et l'orgasme, qui est la capacité en réalité à profiter, à anticiper de façon positive la décharge sexuelle qui arrive et ensuite à la savourer. Mhm. Euh, au niveau sinon plus physiologique et cognitif, pour ce qui est sinon de l'attachement amoureux, sur le fait de tomber par exemple amoureux, on parle parfois de compatibilité des corps, euh, sur le fait de tomber amoureux. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on a des informations actuellement?
Ben, c'est pareil, ça c'est des grandes questions. C'est des choses qu'on comprend mal et on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on peut construire des protocoles de recherche pour aller, comment dire, pallier à la subjectivité et aux différences interindividuelles. Donc c'est compliqué. On sait que les gens nous le disent hein, sur le terrain, il y a un truc, j'aime son odeur, j'aime sa Hmm. peau. On sait qu'il y a des choses au niveau de l'odeur. C'est pas très très clair en recherche. Il y a toute la question des phéromones dont je parle dans le livre. Ouais. Pour Pour l'attachement le coup, parental également, ouais. ouais, exactement. Donc les phéromones, faudrait faire un livre en soi sur les phéromones. C'est très intéressant parce que je parlais tout à l'heure du rejet de l'animalité qu'on a. En fait, les phéromones, c'est le sujet dans lequel on voit notre ambivalence vis-à-vis de l'animalité. Donc il y a deux sujets sur lesquels on a recherché les phéromones. C'est le lien mère-enfant et la sexualité. C'est les deux trucs sur lesquels on ne peut pas nier notre animalité, notre ressemblance à l'animal. Donc en fait là, c'est nos deux seules portes d'entrée sur lesquelles on a des recherches sur les phéromones, mais pas plus. Donc sur des questions d'attachement, on n'a pas, et même sur les phéromones, pour l'instant, on n'a rien du tout. Les recherches, elles sont soit très mauvaises, soit très, il y en a pas beaucoup non plus. Puis quand on en a, elles sont pas très, comment dire, sur la question de l'attachement et sur la question des attractions sexuelles, elles sont pas très très solides. Euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas non plus qu'un corps physique, on n'est pas que, par exemple, des réflexes physiologiques. On a aussi cette intégration plus cognitive, plus émotionnelle, mais aussi plus culturelle, etc. Et donc, en fait, dans l'attachement, il y a tous ces niveaux, en fait, tous ces domaines qui vont vraiment interagir entre, bah, en fait, il y a la sensibilité, il y a l'esthétisme, il y a les érotismes. Et donc, en fait, le match, entre guillemets, entre deux individus, il se fait en fait à tous ces étages-là. Il n'y a pas que l'aspect physique qui va compter dans l'érotisme, par exemple. Il y a vraiment la sensibilité, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer lors de cet échange qui va jouer. Donc c'est assez compliqué de pouvoir, pour l'instant encore, appréhender ça de manière scientifique qui va avoir de base une tendance un petit peu à tout éclater pour mesurer euh, aspect par aspect, en fait. C'est un peu la difficulté, je trouve, de la sexualité, c'est que ça fait intervenir tellement de domaines différents que réussir Ouais. à tout connecter pour avoir une espèce de vision un peu plus globale et un peu structurée, c'est en même temps passionnant et en même temps, c'est un sujet dont les contours sont toujours tellement flous que Ouais. ouais, c'est parfois un peu complexe. Ouais. Et vous parlez des différents états amoureux dans votre livre, et vous Mhm. nous parlez de la chimie de l'amour. Alors, vous voulez bien nous en Alors, parler un petit peu? alors, ça, c'est un sujet sur lequel je suis très, très interrogée, lesquels les gens me demandent beaucoup. Euh, et en fait, moi, j'ai utilisé ce chapitre pour faire en fait de la pédagogie sur comment marche la recherche. Donc moi, j'ai construit mon chapitre juste pour montrer en fait comment est-ce qu'on construit une expérience, quelles sont les limites de la recherche actuellement, plutôt que de donner une réponse, parce qu'en fait, la réponse, on ne l'a pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une telle variabilité interindividuelle, il y a une telle variabilité au cours de la vie sur le sentiment amoureux que en fait, la recherche, elle bute. En cabinet, moi, un de mes outils que j'ai toujours à côté de moi, c'est le corpus de texte de la prépa pour l'agrégation de philo. Et j'ai amour, désir et amitié. Et à chaque fois, vous savez, des fois, on est en cabinet, il y a toujours des personnes qui viennent nous dire, oui, mais là, on est en colloque et c'est pas de l'amour, parce que pour moi, l'amour, c'est blablabla. Et en fait, là, je prends mon livre et je fais, alors voilà, ça, c'est la prépa pour la grecque de philo. Ça fait 2000 ans qu'en fait, on se casse les dents sur la définition de l'amour, sur la définition du désir et sur la définition de l'amitié. Et à chaque fois, on me demande, par exemple, une question que j'ai eue il n'y a pas longtemps. On m'a demandé, est-ce que c'est possible d'avoir des relations sexuelles sans sentiment? Et en fait, plus j'avance, moi, dans mon métier, en fait, je me rends compte que plus j'avance, moins je sais, moins j'arrive à donner une Hmm. réponse, en fait. Et exactement cette question de la réponse amoureuse, elle est très, très complexe. Et comme on a tous notre définition, en fait, aller construire des paradigmes expérimentaux autour de ça, en fait, c'est pas du tout simple.
Donc, j'en parle dans le livre parce que c'est un petit peu obligatoire et il y a quand même eu de la recherche dessus. Mais là, du coup, comme c'est un podcast pour professionnels sexologues, je vais m'adresser à des Ouais. confrères et des consoeurs. Il faut qu'on prenne un peu de recul sur ça. Et ça, c'est important parce que justement, des personnes qui vont pas avoir nos formations, qui vont pas avoir notre recul en plus du terrain, vont arriver avec des contenus Instagram et ils vont penser que moi, j'ai déjà eu plusieurs fois en cabinet des personnes qui arrivent en me disant euh, je suis addict sexuel, je crois que je suis dépendante à ma dopamine. Waouh! Et en fait, il y a toutes ces mauvaises informations qui circulent. Donc, pour l'instant, on a peu d'études. Il y a évidemment les travaux d'Hélène Fischer qui sont les plus connus, les plus, comment dire, enfin voilà, je peux pas les éviter. J'en ai parlé dans mon livre, j'en parle dans mes conférences quand j'en fais, etc. Je peux pas les éviter, mais je finis toujours par dire, alors on va se calmer. C'était en 2005, il y avait moins de 20 participants sur des techniques d'IRM qu'on ne fait plus maintenant parce qu'on sait qu'elles elles sont périmées. Ces techniques, on ne fait plus d'IRM comme ça. Comment dire, nous, professionnels, il faut qu'on sache que ces recherches, elles sont en évolution constante et il faut qu'on soit toujours, nous, à l'affût et à jour sur ces recherches-là. Et l'enjeu des neurosciences, et c'est pour ça que les sciences cognitives, c'est une discipline qui est un peu comme la sexologie, il y a plusieurs champs disciplinaires. Mm. En sciences cognitives, on va avoir autant besoin de neurobiologie que de psychologie, mais de la linguistique, aussi de la philosophie, aussi de l'anthropologie, un peu comme en sexo en fait. Et on a besoin de la philosophie pour arriver à nous définir des concepts clairs, clés, qu'on pourra ensuite essayer d'aller, comme en fait, on a besoin de définition pour pouvoir faire une mesure qui soit propre. Comme on n'arrive pas à avoir des mesures qui sont très très fines, de définition fine sur la question du désir, de l'amour, de l'attachement, on le voit en cabinet. Les gens, ils pataugent autour de ça des fois. Et des fois, on peut peut-être se dire, c'est peut-être pas nécessairement l'enjeu. Donc là où on en est en neurosciences, les réponses qu'on a qui vont être importantes, ça va être l'excitation, pas le désir. L'excitation, parce Mhm. qu'en fait, ça c'est facile, entre guillemets, Ouais. et les personnes sont capables de le reconnaître elles-mêmes. On peut construire du coup un protocole qui tient la route. Après, il faut que, comment dire, on soit, comment dire, un petit peu éduqué aux méthodes de recherche pour arriver, nous, à faire le tri en tant que professionnels entre des bonnes recherches et des mauvaises recherches. Parce que des mauvaises recherches qui vont poser des questions qui sont pas si claires à des individus, du coup, on n'arrive pas à avoir des groupes contrôle, puis après qu'ils les mettent dans un IRM et qu'ils nous sortent des réponses, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça, par contre, il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment plein. Et le problème, c'est que là, on est encore vraiment dans la construction de protocoles de recherche qui soient robustes. Et on est encore malheureusement dans cette phase-là. Donc, on arrive à avoir un petit peu comment dire, des choses qui vont montrer que oui, il y a le couple ocytocine-vasopressine qui est impliqué dans les mécanismes d'attachement au sens large. Mais en fait, comment dire, il faut comprendre aussi ce que c'est qu'une émotion. En neurosciences, on sait qu'une émotion, c'est une réponse physiologique. On parle de théorie construite des émotions. C'est quelque chose une réaction physiologique dans un contexte donné que le cerveau va interpréter Ouais. et va nommer. Euh, donc, typiquement, je me sens bien avec la personne, je suis relâchée, j'ai mon corps qui m'envoie ce sensation de, comment dire, de relâchement et d'apaisement. J'ai mon cœur qui bat doucement, j'ai une relaxation des muscles lisses. Je suis avec mon ou ma partenaire. Bing, le cerveau, il l'associe. Cette sensation plus le contexte de cet autre dans le lit ou enfin voilà. Des fois, il peut y avoir un cocktail. J'ai eu un orgasme, il y a des endorphines, on a passé un bon moment, etc. Il y a eu un rush de dopamine. Et la dopamine, sa fonction, c'est d'aller aussi entre eux, parce qu'elle a comment dire, d'autres fonctions, mais ça va être aussi de favoriser cette association mnésique, en fait, D'accord. entre différents stimuli. Et donc, l'attachement, on peut aussi le définir entre, bah, en fait, j'ai associé que cette personne me provoque cet état de bien-être. Très bien. Donc là, c'est l'attachement amoureux. Une des pistes, en tout cas, ce serait que les différentes substances permettent d'associer un moment de bien-être avec la présence d'une personne
et de créer une sorte d'acclimatation et d'association dans l'esprit, Ouais. et avec également un effet de manque par corollaire quand la personne est absente. Exactement, D'accord, c'est exactement. intéressant. Ce qui est Mais vous intéressant, parliez ouais, pardon. excusez-moi, mais vous parliez aussi du coup que à l'IRM, on voit que les zones du cerveau, quand c'est notre partenaire et quand c'est un ami ou un autre membre de la famille pour lequel on a quand même un attachement, sont quand même pas les mêmes. Alors, pour l'instant, ça a été montré. Je peux pas ne pas, quand je fais le livre, mentionner ces trucs-là parce qu'on en parle aussi. Ça a été montré, ça semble assez robuste, mais encore une fois, on va être clair, il y a un, comment dire, là vraiment encore, moi je m'adresse à le livre, il est fait aussi pour le grand public. Là, vous êtes dans un podcast, là je m'adresse à des professionnels. Il faut jamais oublier que les recherches, notamment aux États-Unis, elles sont faites sur une population particulière, qu'on appelle la population weird. La population weird, c'est des white, educated, industrialized, air rich et D, c'est démocratique. La plupart des études sont faites dans ces pays-là. Ce sont des pays occidentaux. Est-ce que ça veut dire que quand on va aller en Afrique, on va avoir la même chose? Je sais pas. Et c'est là où nous, en sexo, c'est hyper important parce que on sait à quel point la culture, voire des Oui. fois la religion, va être importante. Donc, il y a une vraie question qui n'est pas pour l'instant pas encore dans la recherche, c'est la question du temps passé avec les personnes. On passe plus de temps avec notre partenaire quand on est en couple, quand on cohabite, que quand on passe du temps avec nos amis qu'on voit peu. Est-ce que la mesure qu'on a là en recherche, c'est une mesure en fait du temps passé avec la personne ou pas? Grande question. Ou est-ce que c'est l'intimité sexuelle justement aussi Ben peut-être? justement, mais ça c'est le contrôle. Ce contrôle-là, moi je l'ai pas. Mhm. Et c'est pour ça il faut qu'on fasse attention dans comment dire. euh, Qu'est-ce qu'on va prendre de ces études? On peut pas faire, il faut que nous, professionnels, on ait un minimum de recul. Est-ce que vous pensez même que ce type d'études sont possibles? Moi, je repense aux premières études qui ont été faites sur l'attachement. Alors, je me souviens plus du nom du psychologue qui avait fait des études absolument horribles sur des petits singes qui étaient entre autres séparés de leur mère pour justement mesurer l'attachement avec une peluche qui leur a été donnée et ça donnait des petits singes qui étaient vraiment martyrisés. Ouais, ouais. J'ai oublié Oui, je vois lequel. Je sais plus parce que c'est pas Bowlby. Bowlby, il a pas fait ça, mais il y a eu plein après d'expérimentations c'est sur ça. ça. Mais oui, oui. Mais Ouais, ouais. pour faire ce genre d'expérimentation, bah, bien entendu, déjà ce type d'expérimentation animale, c'est considéré à juste titre comme étant aujourd'hui impossible, mais c'est C'est d'autant interdit, oui. plus, ouais, c'est complètement interdit, mais d'autant plus en fait à appliquer sur l'humain. Et est-ce que vous pensez Ouais, qu'on peut réussir à obtenir même des réponses sachant que ce type de méthodes-là d'expérimentation ne sont pas c'est pas possibles, possible. sont inaccessibles? Ouais, et là, c'est vraiment toutes les réflexions qu'on a actuellement en éthique, des sciences et des neurosciences, c'est des vrais sujets. Alors, la question de l'expérimentation animale, maintenant, elle est extrêmement cadrée. Ce genre de choses est totalement interdit. Plus personne ne fait ça Mhm. maintenant. Peut-être et encore même, je pense que la Chine avait été en train de monter pour l'instant depuis plusieurs décennies. On a eu une explosion de la recherche en Chine. Euh, c'était pas très clair jusqu'à il y a pas très longtemps comment ça se passait sur l'expérimentation animale. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles choses, mais même encore maintenant, je crois pas. Donc on pourra plus aller jusque là. Là, il va falloir qu'on trouve d'autres manières de faire. Il y a deux grandes pistes pour l'instant qui sont en train d'émerger dans la recherche. Ça va être tout ce qui va être les modélisations. En sciences cognitives, il y a une autre discipline qui est hyper importante, c'est toute l'AI, intelligence artificielle, robotique, etc., qui nous permet en fait de faire des simulations et ça peut être des simulations à plein de niveaux. On peut simuler des réseaux neuronaux. Par Mhm. exemple, moi, dans ma thèse, dans mon labo de thèse, j'étais dans un laboratoire pluridisciplinaire et j'avais des personnes qui travaillaient en face de moi sur des modélisations de neurones dans l'hippocampe pendant le sommeil. Donc, on peut aller sur des trucs très précis, mais on peut aussi modéliser des comportements. On peut modéliser des comportements de foule, etc. Donc, sur des questions aussi complexes que l'attachement, on n'est pas encore capable d'aller faire ces modélisations, qu'elles soient justes, mais on peut déjà tester des hypothèses avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer dans les prochaines décennies. Et on sait que ces modélisations, ça donne des résultats fiables par rapport à des vraies expérimentations in Ça vitro. peut.
Alors, en fait, ça peut déjà dégager certaines hypothèses validées, invalidées, et l'idée est de pas, comment dire, ne s'appuyer que sur ça, mais de s'aider de ça pour, comment dire, euh, amorcer vraiment des pistes de recherche, les valider, les invalider. Oui. Et il y a après, évidemment, la construction de protocoles expérimentaux chez l'humain qui sont mieux. Et là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, affiner les échantillonnages, ne pas rester que sur des populations d'étudiants, parce que par exemple, Hélène Fischer, ce sont des étudiants qui sont Hmm. rentrés dans son IRM. Ouais. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une étude sur une vingtaine de participants qui sont entre 21 et 26 ans? Qu'est-ce que ça veut dire quand nous, on est cliniciens et qu'on a en face de nous un couple qui a 20 ans de vie commune, sur 45 ans, la femme, elle est en ménopause, etc. Enfin, neurologiquement, c'est pas compatible. Ouais. Donc, en fait, il y a vraiment aussi à faire de la recherche différemment sur d'autres échantillons, sur une autre population. Et là, c'est ce qui commence à se faire de plus en plus. Il y a de plus en plus de recherches qui se font, qui ouvrent un petit peu pour pallier à ces biais méthodologiques. Dans votre livre, vous citez d'ailleurs en matière de recherche, vous décrivez les débuts de la sexologie moderne avec Masters and Johnson et comment est-ce que justement on a pu évoluer sur la vision de la sexualité en sexologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler de la démarche initiale de Masters and Johnson et ensuite comment est-ce que les choses ont évolué? Oui, alors évidemment, Masters et Johnson, je pense que c'est un petit peu, comment dire, nos héros Ouais, en sexo parce que c'est très intéressant. C'est aussi très intéressant avec ce qui se passe actuellement dans le contexte aux États-Unis. En fait, à cette époque où on était en pleine, comment dire, révolution ultra-moraliste avec une vraie répression de tout ce qui était autour de la sexualité. Et dans leur sous-sol euh, de leur hôpital, dans un endroit où il y avait énormément de ségrégation, enfin vraiment, c'était vraiment difficile. La série Masters of Sex le montre très bien, donc je pense que voilà. En fait, ils ont réussi sous couvert de recherche sur comment dire, la fécondité. sur C'est ça qui est l'obstétrique. Ouais, sur l'obstétrique exactement. Et en fait, l'idée était que pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas autant de désir que les hommes? Et donc du coup, peut-être qu'en allant travailler sur le désir des femmes, et ben en fait, on pourra augmenter la natalité et du coup la démographie. Donc on a vraiment des personnes qui ont réussi à détourner un petit peu les prérogatives politiques pour arriver à faire quelque chose qui est en fait ultra révolutionnaire. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette recherche. Et ils ont vraiment posé les bases d'une sexologie scientifique, c'est-à-dire expérimentale, avec une méthode scientifique d'observation. On fait une hypothèse, on va observer comment les femmes c'est se, ça. euh, Pour, se pour donner comportent, c'est etc. ça, pour donner un peu plus de détails, à Masters, il a commencé tout seul en payant des prostituées et Exactement. il se cachait dans le placard de la chambre pour regarder comment est-ce que l'homme qui arrivait faisait l'amour. Donc vraiment, il a commencé par expérimenter planqué dans un placard. C'est vraiment un truc incroyable. Et Il a ensuite, fait de l'éthologie. ouais, Il a c'est fait ça. de l'éthologie, exactement. Et ensuite, dans les sous-sols de l'université, ils ont fait venir des couples. Parfois, c'était des prostituées, parfois, c'était juste des étudiants. Et ils leur ont demandé de faire l'amour devant eux en mettant des outils pour mesurer l'évolution du rythme cardiaque, en notant le déroulement extrêmement précis des préliminaires, quelles sont les actions qui sont utilisées, à quel moment est-ce que le couple va choisir de débuter la pénétration, quelle position va être utilisée, quel va être le rythme, l'amplitude des va-et-vient, les positions quelle est la satisfaction des uns et des autres pour vraiment comprendre de façon extrêmement scientifique le déroulement d'un vrai rapport sexuel. Et donc, c'est la vraie étude des débuts de la réponse sexuelle qui était une réponse sexuelle au début purement physiologique. Ouais. Et c'est intéressant parce que là, on est au cœur de la science. On fait de l'observation, on fait de la mesure. Et ça, c'est toute la question qu'on pose. Est-ce que la neurobiologie, elle révèle des choses ou simplement elle mesure des choses? Et pour l'instant, on n'en est encore que là. On est en train de développer des outils au même niveau que Masters et Johnson, par exemple, sur l'attachement. Et c'est plus compliqué d'aller
conceptualiser un outil sur l'attachement, alors que la réponse sexuelle, en fait, ils avaient un chronomètre, ils mesuraient combien de temps ils passaient dans telle position. Donc typiquement, la réponse de l'excitation, plateau, orgasme et puis après résolution, c'est eux qui l'ont montré et qui ont pu vraiment le caractériser comme en fait vraiment des éthologues font en observant des animaux dans le milieu naturel. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un autre scientifique qui était biologiste. On oublie toujours Kinsey. Mm. À la base, c'est un entomologiste. Il est spécialisé au départ sur l'étude des insectes. Et donc, en fait, il y a vraiment quand même des liens entre cette observation, cette méthode scientifique, euh, honnêtement, au début des débuts de la sexologie, en fait. Et parce que Kinsey a développé des questionnaires très précis, très carrés pour mesurer euh, des réponses sexuelles, des comportements sexuels, des préférences sexuelles, etc. Puisque vous basculez sur les préférences sexuelles, on voit dans votre livre que vous êtes très en faveur quand même des LGBTQ IA+. Et du coup, vous argumentez beaucoup avec vos exemples sur bah, ça existe dans la nature et donc ça fait partie de l'éducation aussi. Alors je suis en faveur, oui et non, parce que c'est un petit peu, pour moi, j'ai l'impression de me dire, est-ce que vous êtes en faveur que la Terre soit ronde? Oui, Donc je ça suis un existe. petit peu, C'était juste, enfin oui, voilà. ouais. Non mais j'entends, mais c'est important. En fait, pourquoi j'ai aussi choisi cet angle-là, c'est parce qu'en tant que biologiste, à plein de niveaux, mais aussi au début du XXe siècle, la biologie a été une discipline qui a été énormément dévoyée à des fins politiques. Mm. Et là, dans le contexte politique actuel, sur les questions de genre notamment, on voit comment des personnes qui ne sont pas du tout scientifiques, qui ne sont pas du tout biologistes, se permettent de prendre position et de réutiliser la science. Et donc là, pour moi, j'estime que moi, ça fait partie de mon travail de, comment dire, prendre position sur ces sujets de manière apolitique. Moi, je suis encadrée nulle part. Par contre, j'ai un devoir je sais pas comment dire, tenir mon rang pour pas que la science soit utilisée à tort et à travers. D'accord. Alors, Euh, je vais volontairement reproduire un propos qui est souvent tenu par les personnes transphobes en disant euh, le, les personnes trans, ça n'existe pas. Soit on a des chromosomes XX et on est biologiquement une femme, soit on a des chromosomes XY et on est biologiquement un homme, en ayant une idée, une vision très binaire comme ça du genre. Vous, justement, avec vos connaissances, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme éclairage, par exemple, sur cet argument-là, qui est quelque chose qu'on entend très souvent. Ouais. Alors là, c'est quelque chose qui, moi, m'agace profondément, parce que en biologie, la réponse de c'est quoi le sexe, on l'a depuis plus d'un siècle. Et donc, comment est-ce qu'on définit le sexe? C'est une vraie question, hein. Elle est pas du tout simple et elle n'est pas, elle n'a pas été simple à avoir. Donc, c'est aussi important de comprendre que c'est normal qu'il y ait une espèce de confusion générale. Moi, ce qui m'agace, c'est que c'est pas enseigné à l'école, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais en fait, la seule définition du sexe qui tient en biologie, c'est les gamètes, c'est-à-dire les cellules sexuelles. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En biologie, on a une profondeur de champ qui est pas du tout la même. Et ça, j'en parle un petit dans mon livre. En fait, on a des espèces où il y a deux sexes, comme nous, parce qu'on a des mâles qui ont des petites cellules sexuelles mobiles et on a des femelles qui ont des cellules sexuelles, les ovules, qui sont plus grosses et qui bougent moins. Ils bougent pas du corps de la femme. Même s'il y a un déplacement, enfin, au cours du cycle, vous avez compris, mais bon, voilà, elle va pas se balader dans comment dire, dans la nature. C'est pas le cas chez toutes les espèces. Il y a des espèces où il y a deux cellules sexuelles qui sont relativement identiques. Il y a chez les bactéries, notamment, on va parler de type sexuel parce qu'il n'y en a pas deux, mais il y en a trois ou quatre ou cinq Mm. ou 10. Et on a le record qui est avec un champignon dont j'oublie toujours le nom, mais qui a 10 puissance 26 types sexuels. Donc 10 puissance 26 types de gamètes. D'un point de vue évolutif, les meilleurs, c'est les champignons, hein. Parce qu'en fait, les champignons peuvent se reproduire avec tout le monde. Nous, théoriquement, c'est la moitié de la population, mais c'est théoriquement. En fait, si on coupe avec l'âge, ça élimine beaucoup de gens, puis on sait très bien que, comment dire, il y a des affinités ou pas. Donc, au final, point de vue évolutif, nous, on n'est pas du tout bon en réalité.
Et donc, à partir de là, la définition du sexe en disant c'est les chromosomes, c'est les trucs, c'est les machins, non. Ça, ce sont des paramètres observables. Il y a des femmes qui ont des petits seins, des femmes qui ont des gros seins, il y a des personnes qui ont plus de testostérone, moins de testostérone, etc. On sait que les chromosomes, c'est quelque chose qui est majoritairement vrai, mais pas vrai à tous les coups. On va avoir des gènes qui vont s'exprimer, pas s'exprimer. Euh, comment dire, il peut y avoir plein de raisons et plein de complications par rapport à ça. Puis après, on va commencer à poser la question de c'est quoi une femme parce que si elle a plus ses règles, c'est quoi une femme parce que si elle est stérile, etc. Enfin, donc ça marche pas en fait. Donc, ce qui est amené est pas des arguments qui sont scientifiquement vrais. Et c'est très intéressant, c'est que en fait, on retrouve ce qu'on va retrouver, nous, on sait très bien en sexo, c'est que on va avoir quelque chose de biologique, mais on va aussi avoir la culture. Et ça, c'est la notion de genre. Et c'est important encore une fois, de réexpliquer, de tenir notre position et d'expliquer que le genre, c'est pas une théorie, ça Oui. fait 100 ans que ça a été démontré en anthropologie par Margaret Mead. On a 100 ans de recul, un siècle, c'est solide, ça existe, qui va être simplement comment est-ce qu'une société va décider de, comment dire, renforcer ou d'effacer certains comportements, quelles règles vont être posées sur une base de sexe. Et qu'est-ce qu'on demande aux femmes de faire? Qu'est-ce qu'on leur empêche? Qu'est-ce qu'à l'inverse on demande aux hommes et qu'est-ce qu'on leur empêche? Donc, par exemple, je sais pas, on empêche aux hommes dans nos sociétés d'avoir des cheveux longs et de se maquiller, mais c'était pas nécessairement le cas à la cour Louis XIV. du roi Soleil. Exactement, exactement. Donc au Il avait final, on des voit talonnettes. il avait des talonnettes, il se Mhm. mettait du parfum et ils avaient des cheveux longs, etc. Enfin bon, bref, c'est là où C'est évolutif. exactement. C'est Et le on peut pas 100% inné, 100% acquis, on le retrouve à nouveau, ça. exactement, Beaucoup dans votre livre. exactement. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui est très français. On adore cette distinction d'inné et d'acquis. Et en fait, déjà, la vraie définition, elle est anglo-saxonne et elle dit 100% nature et 100% culture. Et ça, en termes de questions sexe-genre, on est en plein dedans. 100% de la nature, parce que c'est vrai que le sexe, le sexe biologique et les paramètres sexuels, les caractères sexuels, ben, bien sûr, ils existent. Le gène SRY, il existe. La testostérone, ça existe. Il ne s'agit pas de renier ça. Il s'agit juste de mettre les choses à leur place. Et comme tout va influer l'un sur l'autre, et ben en fait, ça va se, comment dire, enfin, comment dire, la métaphore qu'on prend toujours, c'est la métaphore d'une maison. On peut se dire que l'inné, ça va être les fondations de la maison, mais si vous mettez pas l'électricité, vous mettez pas l'eau, vous mettez pas un minimum de choses pour vivre, la maison, elle est quand même pas habitable. Ouais. On a besoin des deux. Même chez les animaux, d'ailleurs, des animaux, par exemple, qui n'ont pas été sociabilisés, ils peuvent être matures au niveau biologique, mais parfois incapables de se reproduire parce que ils n'ont pas Ouais, vu des adultes se reproduire, ils n'ont pas été sociabilisés de façon correcte. Et donc, on voit que exactement. même chez les animaux qu'on a tendance parfois, au niveau sexuel au minimum, en tout cas à considérer comme étant des sortes de robots qui vont se reproduire un peu comme des Ouais, lapins, c'est un peu la formule consacrée qu'on utilise. Bah, en fait, même pour les pas lapins, du tout. c'est pas si automatique que ça. Non, 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 pas du tout. Et ça, les éleveurs le savent très, très bien. Très, très bien. Il y a vraiment cette question, par exemple, pour les étalons, pour monter les juments Ouais, ou pour les bœufs, etc. Les éleveurs le savent très, très bien. Il ouais. faut qu'ils soient éduqués. Les chiens, c'est pareil. Et Pour les pandas, ils sont obligés de leur diffuser des vidéos pornographiques de pandas pour qu'ils réussissent à se reproduire. ouais, non, non, il y a besoin de cette éducation et c'est intéressant, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Il y a deux notions sur lesquelles notre société autorise ce rapport, cette proximité à l'animal, c'est la sexualité. Et comme on vient de le dire là, ça marche pas, mais c'est aussi la maternité. Hmm. Et il y a plein de, comment dire, mortalité, on peut pas dire infantile, mais chez les animaux et chez les mammifères parce que les mères ne savent pas. Ouais. Et ça, il y a vraiment cette notion de cet instinct maternel qui fait beau, qui est absolument pas euh, tellement démontré scientifiquement. On a une certaine partie de cet équipement, de cette boîte à outils qui est là biologiquement, mais c'est pas pour autant qu'on sait s'en servir. C'est pas parce qu'on a arrêté la boîte à outils de notre grand-père que on est un crack en bricolage, quoi.
Pour passer à un autre sujet, entre la différence justement entre le rapport au corps, la vision qu'on peut en avoir dans la société et la réalité, il y a par exemple la question des menstruations et de l'effet des menstruations, alors pour les femmes, en tout cas les personnes à vulve, les personnes à utérus qui menstruent, sur l'évolution que ça peut avoir en matière de leurs humeurs, de leur quotidien. J'ai l'impression que pendant longtemps, c'était un argument qui était utilisé de façon extrêmement sexiste. C'était un peu les arguments, et ben alors, t'as tes règles, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de complètement disqualifiant en matière de relations sociales, quand c'était de relations sociales très, très principalement patriarcales. Et c'est quelque chose qui est légèrement remis en question. On n'en est pas sorti, mais en tout cas, c'est un peu remis en question. Euh, qu'est-ce qu'on sait au niveau neurobiologique sur l'influence du cycle féminin, par exemple sur le vécu et les humeurs que peuvent ressentir les femmes, ou en tout cas les personnes qui menstruent? Alors, c'est très intéressant. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je vais commencer pas par répondre tout de suite à ça, mais par répondre justement sur ces représentations stéréotypées, machistes. Voilà, c'est que on sait très bien que maintenant, et ça a été démontré depuis plusieurs dizaines d'années, donc c'est très 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 solide. En fait, les femmes, on est cycliques. Vous me donnez vos premières règles et comment dire, ou même les derniers mois, c'est ce que font d'ailleurs les applications de suivi de cycle. Vous me donnez la durée de votre cycle, je peux à peu près prédire où est-ce qu'une femme elle en est dans son cycle. Donc en fait, on est régulière, on est juste cyclique. Là où c'est pas le cas pour messieurs, les messieurs ne sont pas du tout prévisibles et au contraire, la testostérone, on a vraiment des décennies d'études qui montrent que la testostérone va y avoir plein d'impacts qui vont impacter, enfin ouais, plein de paramètres pardon qui vont impacter la production de testostérone. Et ça a été montré qu'il y a l'âge, il y a l'heure de la journée, il y a si on est célibataire, si on est en couple, si on est marié, si on a un enfant, deux enfants, si on est divorcé. Il y a une étude française qui a montré que quand on fait voir des montres et des voitures de luxe, les hommes, on va avoir un petit pic de testostérone. Donc en D'accord. fait, il y a plein de choses qui font que, par exemple, des gros bruits peuvent monter les pics de testostérone. Les matchs de foot, on n'en parle pas. Si c'est l'équipe qui gagne, c'est encore plus. Enfin bon, voilà. Donc en réalité, l'instabilité hormonale, elle est chez les messieurs et pas chez nous les dames. Donc ça, c'est quelque chose que justement la neuroscience peut permettre justement d'aller débunker. Alors, concernant les variations biologiques, enfin, comment les variations hormonales du cycle vont impacter le cerveau, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Chez les mammifères, donc c'est aussi important de le savoir parce que ça nous permet à nous d'avoir du recul sur les recherches. La plupart des recherches en neurosciences, elles ne sont pas faites chez des rongeurs femelles. Elles sont faites toujours chez des mâles parce qu'on sait que pendant l'œstrus, pendant le cycle sexuel, pardon, le cycle reproductif des femelles, on va avoir des mécanismes de neurogénèse qui vont s'opérer dans le cerveau. Donc, pour éviter ça, on ne va avoir que des recherches chez l'animal mâle, ce qui pose plein de problèmes en pharmaco, par exemple, Hmm. sur les problèmes de médicaments, etc. Ça, c'est un sujet qui est quand même un peu important que de savoir et d'avoir un peu en tête, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On Est-ce sait que ça que explique que dans les notices, souvent, ça n'a pas été testé pour les mères allaitantes ou enceintes? exactement. Et je vous parle même pas des interactions, comment dire, s'il y a prise de contraceptif hormonal par-dessus. Alors ça, puisque là je suis avec des confrères, des consorts, moi j'ai déjà eu un problème d'une personne qui m'a appelée en stress, que je suivais depuis pas mal de temps, et elle m'appelait, c'est pas vrai qu'elle m'appelait jamais, elle était là, mais je vais super mal, j'ai des idées noires, je suis pas suicidaire, mais là ça va pas, etc. Est-ce qu'on peut reprendre un rendez-vous en urgence? Et en fait, par chance, juste avant, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle sortait de chez sa sage-femme et je sais pas quoi. Mes deux neurones, ils ont connecté. Je la voyais juste après. J'ai fait, mais attendez, vous étiez sous quel, comment dire, antidépresseur? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'aviez pas dit que vous alliez chez votre sage-femme pour mettre un changement de contraceptif? Eh ben si, bingo. Elle a eu un antidépresseur qui était comment dire, un IRS, un inhibiteur de réception des récepteurs de Ouais. sérotonine. Et elle venait de mettre par-dessus un stérilet hormonal. Je dis, vous allez me dégager le stérilet hormonal.
résorber, problème, comment dire, résorbé en une semaine. Donc, elle est passée au cuivre ou à une autre solution, et d'accord. Voilà. Voilà, donc ça typiquement, c'est le genre de choses qu'on a qui sont hyper pratico-pratiques, que la biologie, la neurobiologie peut nous permettre d'avoir comme réflexe et qu'on devrait tout savoir parce qu'il y a un vrai, quand même un vrai biais dans la recherche en neurosciences et évidemment dans la recherche en pharmaco. Ouais. Il y a des interactions qui sont... J'ai Oui, entendu dire qu'il y a des médecins, par exemple, qui avaient de grandes difficultés à repérer, par exemple, les crises cardiaques chez les femmes parce que les symptômes sont pas les mêmes. Et en plus de ça, c'est un peu plus rare. Et du coup, on forme principalement les médecins à repérer les symptômes chez les hommes parce que c'est plus fréquent et ouais, parce qu'on connaît mieux. Mais régulièrement, il y a aussi des femmes qui font des crises cardiaques et qui sont ouais. parfois pas du tout traitées. Et ça peut être effectivement très grave, quoi. Ouais, ça s'appelle l'effet Yentl Ouais. en médecine. C'est en fait comme dans le film avec Barbara Streisand où en fait elle a dû se travestir en homme pour pouvoir avoir accès à l'éducation dans la communauté juive. Voilà, en fait, pour qu'une femme soit bien soignée, actuellement, il faudrait qu'elle ait une Mm. physiologie masculine. La physiologie féminine est mal recherchée, mal comprise, donc c'est un vrai souci. Mais par contre, on n'a pas abordé tout à l'heure le polyamour quand on parlait des LGBTQI. Oui. Est-ce que le polyamour, il y a des recherches aussi dessus, Il y en neurobiologie a. ou pas? Alors, en neurobiologie, là, comme ça, j'en ai pas en tête. Il y a plus de recherches en sociologie. C'est une autre discipline qui est très, très importante pour nous sexologues. Il y a des recherches, non pas sur le partenariat ou les relations plurielles en neuro, mais on va avoir, par exemple, sur la dopamine, on a eu des recherches il y a des récepteurs à la dopamine particuliers qui ont été associés à une plus grande exploration, une plus grande, comment dire, gamble, une plus grande propension à prendre des risques, une plus grande propension à prendre des risques en argent, par exemple, mais aussi plus de partenaires sexuels. Donc, on va avoir ces choses de manière un petit peu détournée en neurosciences. Et on va avoir évidemment les recherches, comment dire, pionnières sur l'ocytocine, pas l'attachement, mais encore la monogamie avec le chien de prairie de euh, Larry Yang, qui a montré que chez les chiens de prairie, il y avait deux espèces qui étaient très très proches, mais il y en a une qui vivait dans les prairies, l'autre qui vivait dans la montagne, et qu'en fait chez les chiens de prairie, ils avaient, comment dire, différents récepteurs à l'ocytocine, ce qui fait qu'ils étaient monogame. Alors, quand il a fait sa première publication, il pensait que c'était de la monogamie exclusive. Après, il s'est rendu compte que non, ça n'est pas exclusif à 100%. Il y a quand même des choses. Mais voilà. Donc, en fait, C'est de la monogamie d'éducation de la famille, en fait, ce que vous disiez dans le non, non, livre non, souvent. alors pas chez les chiens de prairie, hein. Chez les chiens de prairie, il y a quand même quelque chose parce que en fait après il a fait des opérations justement de contrôle en bloquant ces récepteurs particuliers, il arrivait à reproduire juste par isoler ce récepteur-là en changeant le fonctionnement de réponse à l'ocytocine. Il a fait que ces chiens de prairie se comportaient comme les cousins des montagnes et n'étaient pas du tout monogame. Après, chez nous, humains, encore une fois, on a la question de la culture qui vient, comment dire, cloisonner un peu tout ça. Mais on peut aussi aller regarder chez les bonobos. Chez les bonobos, il y a, comment dire, et c'est vraiment aussi la question des définitions. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est des rapports sexuels? On sait que les bonobos ont des rapports, comment dire, avec beaucoup plus fluide en fait. Donc par exemple des rapports par exemple même de même sexe, il n'y a pas nécessairement deux partenaires désignés. Il peut y avoir des préférences, mais c'est un peu plus open. Très bien. En fait, c'est intéressant d'avoir cet angle-là parce que là typiquement en biologie la norme c'est la diversité. Et cette question de euh, mode de relation, cette diversité on la retrouve aussi en biologie en fait. Donc ça veut dire que souvent, pour définir ce qui est censé être normal ou pas dans les relations humaines, on est souvent tenté de faire un appel à la nature. Par exemple, les gens qui connaissent pas beaucoup les animaux disent c'est normal d'être hétérosexuel, les animaux sont hétérosexuels. Quand on creuse un peu la question, on s'aperçoit que non, l'homosexualité existe dans la nature. Mais est-ce que pour autant,
cet argument d'appel à la nature est tout à fait valide ou pas, bah, c'est tellement changeant en fonction de ce qu'on regarde que c'est pas forcément toujours un argument qui est si pertinent que ça. Et sinon, j'ai noté également que dans votre livre, Cerveau, sexe et amour, je le reciterai à la fin, mais je le remontre à la caméra, vous parlez également, comme vous étudiez les neurosciences, de tous les biais qu'on peut avoir dans nos relations, des biais cognitifs qui peuvent venir Ouais. influencer notre vie sentimentale ou notre vie sexuelle, sur nos comportements, de ce qu'on juge normal ou pas, et les biais dans lesquels on peut tomber, mais qui correspondent en réalité à des biais complètement cognitifs. Ouais, ouais. Alors ça, c'est un sujet qui, moi, m'est très, très cher en sexo, mais aussi en neurosciences. En fait, l'histoire des biais cognitifs, elle est super. C'est Kahneman et Tversky, qui étaient des chercheurs aux États-Unis, qui ont eu, en fait, c'est les seuls neuroscientifiques qui ont eu des prix Nobel en économie. Parce que, en fait, ils ont démontré que là où on pensait que l'humain faisait des choix rationnels, ils ont démontré que la plupart des choix que l'humain faisait n'étaient pas du tout rationnels et qu'en fait, on avait des biais qui vont être des espèces de raccourcis clavier, de mauvaises habitudes qu'on a prises qui vont nous induire en erreur. Donc, je vous envoie vers le livre de Kahneman qui est Thinking Fast and Thinking Slow, donc je sais plus comment c'est traduit en français, mais pensée rapide et pensée lente, je crois, en français, où en fait il va vraiment démontrer comment est-ce qu'il va y avoir quel type de biais cognitif on va avoir, et maintenant on a des centaines et des centaines et des centaines de biais cognitifs qui ont été recensés, donc ça va être par exemple la dernière information, il y a des biais de mémoire, par exemple, la dernière information qu'on va dire dans une liste de mots, par exemple, ça va être le biais de primauté, l'effet de récence. Le dernier mot, c'est le plus récent, donc c'est celui qu'on va se mieux rappeler. Puis le biais de primauté, c'est le premier qu'on a entendu dans la liste de mots qui va être retenu. Donc tout ça, c'est des biais cognitifs. Le stéréotype est un biais cognitif. Enfin bon, il y en a plein. Et donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on a pu, et ça fait partie des choses qui sont en train de se développer dans la recherche en psychologie à l'heure actuelle. On a de plus en plus de biais cognitifs qui sont étudiés dans le cas des rapports amoureux et dans le cas des relations, mais aussi dans le cas du genre, parce que le stéréotype est un biais cognitif. Donc, le stéréotype de genre est un biais cognitif. D'accord. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples, par exemple, un peu plus concrets? Alors, il y en a un qui est très important pour nous en clinique, c'est le biais des coûts irrécupérables. Mhm. Donc, vous pouvez évidemment aller le voir, il y a plein d'articles en ligne sur ces biais. Et en fait, le biais des coûts irrécupérables, c'est parce que j'ai investi dans quelque chose, alors même si ce truc marche pas, je vais continuer à investir. Pas parce que je vais gagner, parce que c'est clair que je vais perdre, mais la logique à utiliser, c'est j'ai investi autant. Donc, parce que je sais pas, le Vous biais qu'on parliez prend d'un habituel. avion construit. Ouais, l'exemple qu'on a d'habitude, c'est l'effet Concorde. En fait, la France a construit le Concorde, savait que Boeing allait être concurrentiel et qu'on allait être à perte sur le Concorde, mais comme il y avait déjà autant de personnes qui avaient été payées, qu'il y avait autant d'argent qui avait été investi, la France a continué d'investir des millions dans le Concorde. On a ça aussi dans une navette à Auckland. Enfin bon, il y a beaucoup de trucs comme ça dans les constructions. Donc c'est parce qu'on a investi qu'on continue à investir. Et il y a des chercheurs qui se sont dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec les relations amoureuses? Et ils ont fait exactement un copier-coller du protocole qu'il y avait eu chez Tversky et Kahneman sur les BD récupérables. Ils ont fait le même chez les couples. Il se passe X, Y, Z avec votre partenaire. Ça fait 2 mois que vous êtes ensemble, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous rompez? Est-ce que vous continuez cette relation? Je vous la donne en mille. La personne peut avoir trompé, enfin fait des trucs absolument horribles. Bah, c'est pas grave. Si ça fait 2 mois, la personne dégage. Si ça fait 20 ans, bah non, parce D'accord. que on a investi autant d'argent. Et ça, c'est des questions qui, en cabinet, en clinique, sont très utiles. Pourquoi vous restez avec cette personne? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment des projets? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Enfin bon, plein de choses, mais là, on peut ouvrir la discussion. En faisant de la pédagogie et en pouvant éduquer, vous savez, il y a ça qui existe. Et puis des fois, je leur donne, comment dire, les expériences, je leur donne le lien sur Internet, l'article pour aller voir. Mais on en discute en cabinet ensemble et puis on les laisse réfléchir. Puis on se revoit après. Où est-ce que vous en êtes? Hmm. Comment vous avez réfléchi par rapport à ça? Et donc, ça permet vraiment d'avoir des vrais leviers en fait en cabinet.
Sur la thérapie de couple notamment. Ouais. Ouais, exactement. Mais des fois, on a les personnes en individuel qui viennent et qui sont pris dans des relations. Voilà. Parfois, je sais qu'il y a un biais qui peut influer, c'est aussi la relation de couple n'est pas satisfaisante, mais la rupture serait tellement horrible et ensuite possiblement la solitude derrière on préfère continuer une relation qui fonctionne pas. Ouais, ouais. La peur de la perte, elle est très, Ouais, très importante. c'est Ouais, ça. bien sûr, C'est bien sûr. l'aversion, je crois que c'est le biais de l'aversion à la perte, il me semble, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Mais là, Et c'est intéressant. on dit souvent que l'homme va partir s'il a quelqu'un d'autre, souvent d'ailleurs parce qu'il a peur de la solitude, alors que la femme, Ouais. elle partira plus pour se sentir bien et être bien avec elle-même que dans une relation qui est mauvaise. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors ça, comment dire, c'est ce qui semble être vrai. J'ai pas vu d'études pareilles bien claires, clean, avec un assez grand nombre d'individus. Enfin voilà, mais c'est ce qu'on observe sur le terrain. Il y a des sondages qui ont été faits, donc il y a quand même des choses qui vont dans ce sens-là. Mais j'ai observé moi aussi des fois l'inverse, hein. Ouais, Donc, il y a aussi quand même des fois des femmes, mais je pense que dans les cas que j'ai eus, et c'est vraiment mon petit échantillon, donc je peux pas le mettre comme une vérité générale, hein, mais c'est juste que moi j'ai observé ça en cabinet, je pense qu'on doit pas être enfin, je dois pas être la seule, mais des femmes, mais qui vont attendre quand même d'être avec quelqu'un, mais aussi pour des raisons Financière. financières. Exactement. Financier Donc c'est là où il y essentiellement a les quelque femmes. chose qui est intéressant, c'est que c'est très conscientisé, c'est très lucide chez les femmes, mais pas chez les mecs. ouais. Moi, c'est mon observation personnelle. Oui, Voilà. je pense qu'on a tous, rien qu'avec cette discussion, une ou deux Plusieurs exemples. histoires qu'on a vécues ou vues autour Ouais. de nous, et effectivement, qui nous reviennent, quoi. C'est effectivement assez classique. Donc, vous parlez beaucoup de notre rôle à nous en tant que sexologues dans l'éducation finalement, dans la rééducation même à la sexualité et à toutes ces idées reçues. En quoi la neurobiologie, elle amène un apport supplémentaire pour cette éducation? Ben, en fait, c'est les neurosciences de manière générale et la biologie également. Donc, typiquement, la biologie, quand on parlait tout à l'heure de la question de sexe et de genre, je trouve que ce débat est tellement violent dans la société actuellement. Je pense que justement, la biologie peut permettre cette dépassionnalisation du débat et de revenir sur, en fait, la vérité, le plancher des vaches. C'est comme ça que ça se passe et ça peut permettre vraiment d'apaiser les personnes en apportant des réponses qui sont là en plus depuis près d'un siècle quand même, plus d'un siècle. Donc il y a vraiment cet apport pour éviter vraiment que les gens se déchirent sur ces questions. Il y a des pistes de définition. Par exemple, l'attachement, l'excitation, l'orgasme, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut utiliser en cabinet. On peut parler, enfin, comme on a parlé tout à l'heure de l'orgasme, de pouvoir expliquer. Là, on n'a pas beaucoup parlé de psychotrauma, mais moi, ça, c'est une de mes spécialités en cabinet, de pouvoir expliquer aux personnes victimes ou à leurs partenaires quels sont les mécanismes biologiques en œuvre lors du trauma. En fait, cette pédagogie peut permettre vraiment d'apaiser, de comprendre, de pouvoir avancer, de pouvoir éclairer. Dans le cas des traumas, c'est très important parce que ça Ouais. permet de déculpabiliser. Donc, c'est très, très, très important. Puis il y a ce qu'on vient de parler sur les, comment dire, sur les biais cognitifs. C'est des leviers très, très importants en réalité qu'on voit beaucoup en cabinet aussi. Très bien. Alors, je vais rappeler pour tous nos auditeurs, auditrices, le nom de votre livre. C'est Cerveau, sexe et amour. Je le montre à la caméra, mais la plupart d'entre vous, vous allez écouter en audio, donc je vais mettre un lien par Aurore Malekaras. Et donc, dans cet ouvrage, vous allez retrouver toutes sortes d'exemples, forcément beaucoup plus poussés que ce qu'on a pu faire ici. Et ça vous donnera des exemples d'expérimentation, de données scientifiques que vous pourrez donner aux personnes qui vont venir chez vous en consultation. Moi, la première fois que je vous ai découvert, d'ailleurs, c'était même pas d'ailleurs par votre livre ni par votre compte Instagram, mais c'était par la conférence TEDx que vous avez donnée il y a quelques années, qu'on Oui. trouve facilement sur YouTube, que je recommande également aux auditeurs. Le titre sur YouTube, encore une fois, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, c'est dépasser le dualisme pour combattre le sexisme. Et ça dure à peu près un quart d'heure. Et si vous hésitez, c'est quelque chose que je vous recommande si vous souhaitez passer un peu plus de temps à écouter Aurore faire une présentation intéressante. Et pour Euh, ma part, j'ai vu que vous étiez également formatrice. oui, Mhm. Et ça nous intéresse, nous, parce que donc on est issus de la formation de François de Carufel, de la sexologie sexofonctionnelle, la thérapie sexofonctionnelle. Et donc, qu'est-ce que vous enseignez également et puis à qui vous enseignez? Alors,
c'est une partie que j'aime beaucoup moi, dans mon travail. C'est vraiment une partie de transmission. Donc j'enseigne les deux disciplines. J'enseigne vraiment soit les neurosciences, soit la sexologie. J'enseigne beaucoup à des professions médicales et paramédicales. Donc j'ai une collaboration de longue date avec le CEAS, qui est l'école, c'est une école de sexologie, une vieille école de sexologie en France, qui est une excellente école de sophrologie. Pardon, je pas dit de sexologie, de sophrologie. Si justement il y a des personnes qui nous écoutent qui s'intéressent à la sophrologie et qui cherchent une bonne école parce que c'est deux disciplines qui vont très très bien ensemble. Donc dans cette école, je fais les formations du cursus de neurosciences et un module d'introduction à la sexologie. Du coup, moi Euh, qui suis de base hypnothérapeute, je peux venir à cette école et être formée. Exactement. Et on a aussi des modules, comment dire, individuels. Il y a des modules qui sont ouverts, donc on a aussi des personnes qui sont, qui peuvent venir, par exemple, sur sophrologie et addiction, pour avoir un angle très, très précis sur certains sujets. On a un excellent module sur douleur féminine Mhm. que je recommande. Je C'est pense super que Annie, ouais. pour exactement pour les auditeurs, ce sera c'est très très pertinent. Et je donne aussi des cours sur pour des médecins. Je travaille avec REMA, qui est un réseau en fait, c'est des formations en ligne pour le continent africain. Donc, c'est D'accord. une personne qui a monté ça, qui a permis justement la mise à jour, enfin, comment dire, la formation continue pour les médecins via le numérique. Et donc, là, j'ai donné des cours de sexo, enfin relativement classique sur les traumas, sur identité de genre, orientation sexuelle. Enfin, voilà. Ok, bah, encore une fois, je chercherai tout ça et je mettrai ça en lien dans la description de l'épisode. Et sinon, où est-ce qu'on peut vous trouver en ligne? Euh, un peu sur Instagram, un peu sur LinkedIn, je suis pas très, comment dire, Active? assidue, ouais, Ouais, voilà. alors, on va terminer l'épisode. Pour rappeler, nous, on fait partie de l'ATSF, l'association de la thérapie sexofonctionnelle. Donc, si vous êtes intéressé par la thérapie sexofonctionnelle, vous pouvez aller sur le site de l'association et vous renseigner, ou bien sur le site de François de Carufel. Là aussi, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas à parler de ce podcast qui est tout débutant autour de vous. Si vous avez des idées aussi, que vous voulez qu'on interviewe des gens en particulier ou que vous avez des questions précises qui nous permettraient d'orienter les personnes que l'on peut rechercher pour interviewer, faites-nous en part sur notre site de l'association de thérapie sexofonctionnelle ou en commentaire à ce podcast. Oui, et d'ailleurs, si jamais vous avez une application d'écoute qui permet de mettre un petit like ou des notes ou des choses comme ça, bah, n'hésitez pas. Ça permettra également à votre petit nouveau de participer à la popularisation de ce podcast. Bah, écoutez, merci à toutes les deux, merci aux auditeurs, et puis on vous dit à tous pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.